En Côte d'Ivoire, il y a un peu plus de 12 000 cas de cancer. 30 femmes sur 100 000 sont potentiellement atteintes du cancer du sein chaque année dans notre pays. Pour remédier à cette situation, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le cancer, organise la journée de consultation gratuite et de prévention du cancer. Une journée positive puisque de nombreuses personnes sont venues, certaines déjà malades du cancer et d'autres juste pour savoir. Quand j'ai touché quelque part, je vois que une petite boule, j'ai touché ici, c'est un peu ici. Oui, j'ai dit bon, je vais venir voir, peut-être que c'est un cancer, peut-être que c'est quelque chose. Si c'est autre chose aussi, on ne sait pas. Une journée de sensibilisation qui a mobilisé des médecins, tous des volontaires venus pour mieux informer la population sur le cancer, un mal qui progresse en Côte d'Ivoire. On a trouvé des personnes qui sont venues parce qu'elles avaient des douleurs au sein, sans forcément avoir de boules dans le sein. Il y avait des personnes aussi qui avaient des boules. On les a rassurées en leur disant que ce n'est pas forcément un cancer, mais on ne sait jamais, il faut faire des examens. Il y a des patients qui ont un cancer déjà connu et qui sont venus pour des orientations sur leur traitement. On attendait pour la journée d'aujourd'hui au moins 50 personnes. À 11h30, on était déjà à 43 personnes. Lorsqu'une personne de plus de 30 ans présente des troubles qui persistent dans la durée, c'est-à-dire même au-delà de 3 mois, il faut systématiquement consulter. Et cette consultation va être suivie d'explorations complémentaires. Pour cette journée de consultation et de dépistage, on a enregistré de nombreux cas de cancer du sein. Ensuite, celui du foie et de la prostate. À l'aide de cette machine à coudre, du sucre en provenance d'un autre pays, transversé dans des sacs portant les insignes de sociétés ivoiriennes de production de sucre. Toute une expertise de fraude orchestrée dans ce magasin dans la commune d'Abobo. L'action n'échappe pas à l'attention des autorités ivoiriennes. Aussitôt informés, plus de 600 sacs de sucre frauduleux sont alors saisis. Depuis quelques jours, nous avons eu écho qu'il y avait du trafic en fait, au niveau du sucre, sûrement à l'approche donc du carême musulman, ou du sucre frauduleux en provenance du Brésil serait en train d'être transvasé dans des sacs de nos sociétés locales, à savoir Sucaf et Sucrivoire. Donc après avoir mené nos enquêtes, effectivement hier soir, nous avons donc pu mettre la main sur les dépôts pour pouvoir donc récupérer les stocks, non seulement de un gros lot, environ 13 tonnes, qui reste encore donc du sucre brésilien, et une partie donc du sucre déjà transvasé dans nos sacs. Notre travail, c'est justement de veiller à protéger les consommateurs en s'assurant qu'il n'y a pas de produits frauduleux qui soient déversés sur le marché. Le propriétaire de la marchandise est jusque-là introuvable. 6 de ses employés sont mis aux arrêts au commissariat du 21e arrondissement d'Abobo. Le combat contre les produits frauduleux sur le sol ivoirien existe bel et bien et se poursuit. Cyberespace ou espace Internet, c'est le lieu où des personnes échangent ou stockent des données numériques utiles à des fins personnelles ou professionnelles. Cet espace est souvent source de dangers quant à l'utilisation qu'en font certaines personnes. C'est pour remédier à cette problématique que se tient la première édition des Assises du numérique qui a pour thème cyberespace et données personnelles. Objectif, attirer l'attention des populations sur les problèmes relatifs à la protection des données à caractère personnel dans le cyberespace. Les motivations qui sont les nôtres sont mues notamment par le fait que le secteur du numérique en Côte d'Ivoire doit être, de façon générale d'ailleurs, doit être vu surtout sous l'angle de la protection des usagers. Parce que de plus en plus, nous baignons dans un environnement numérique qui nécessite qu'on crée les conditions de la confiance et de la sécurité dans l'utilisation du cyberespace. La sécurisation dans le domaine des TIC est l'une des préoccupations du gouvernement. Et pour ce faire, un ensemble de lois a été adopté. La loi sur le commerce électronique, la loi sur la cybercriminalité et la loi qui a été prise sur les données à caractère personnel. En 2014, 2 millions d'abonnés ont fait des transactions à partir du téléphone. Les TIC sont donc devenus un pôle de croissance pour les entreprises et les organisations. Il convient donc de veiller à la sécurisation du cyberespace afin de sécuriser les données personnelles.
Initiée depuis 2014 par le gouvernement ivoirien, l'opération Ville propre se fait de plus en plus visible dans le district d'Abidjan. À Trashville, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a procédé au déguerpissement des commerçants installés sur les voies publiques aux alentours de la Fédération ivoirienne de football, de la gare lagunaire, de la Citaraï et de bien d'autres artères. L'objectif de cette opération, rendre le cadre de vie des populations salubres et sain. Plutôt à la population de nous accompagner dans cette politique de lutte contre l'insalubrité. Et c'est un peu pour elles que nous initions ces opérations, pour leur permettre vraiment d'apprendre à utiliser ce domaine public. C'est-à-dire qu'on ne les empêche pas de faire leur travail, mais il faut que ce soit fait dans un cadre normal. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué par le gouvernement pour cette opération dénommée Opération Ville propre. Opération qui consiste à procéder au balayage des voies et places publiques, au curage des caniveaux, à l'enlèvement des ordures et au recyclage des sachets plastiques dans le district d'Abidjan. Débutée le jeudi 21 mai dernier, cette opération dans la commune de Trashville va durer 15 jours. Au pays des pelouses bien vertes, le manque d'eau commence à faire des dégâts. Paula habite dans cette banlieue de San Diego depuis 25 ans et sécheresse ou pas question de laisser son jardin virer au jaune. Mais les restrictions sur l'arrosage imposées en Californie ne lui laissent qu'une seule solution, faire peindre sa pelouse d'un vert digne d'un green de golf anglais. La première fois que j'ai entendu parler de cette peinture pour pelouse, ça m'a fait rire. Mais quand le gouverneur a dit qu'il fallait arrêter d'arroser, je me suis dit, bon, c'est la seule manière d'avoir une pelouse verte. Selon son inventeur, cette peinture à base de colorants cosmétiques ne présente aucun danger pour l'environnement. L'application prend à peine 30 minutes et quelques heures plus tard, le produit est sec. La formule, secrète, contient un agent qui garantit la couleur pendant 3 mois. Le pigment de couleur est capturé et sèche sur le brin d'herbe. Ça ne laisse aucune trace sur les vêtements, sur les pieds ou sur les pattes des animaux. Des arguments qui semblent convaincre de plus en plus de Californiens. Depuis 1 an, Jim a vu ses ventes doubler. Tout le monde veut une pelouse parfaite, c'est un reflet de votre personnalité. Si votre voiture est tout le temps sale et que votre maison est mal rangée, que votre pelouse est morte, cela montre que vous n'êtes pas soigneux. Les gens veulent que leur jardin soit joli et ce produit offre une solution instantanée. J'adore. D'habitude, je dois arroser tous les jours pour avoir une pelouse verte comme ça. Contente du résultat, Paula a décidé de ne plus arroser son gazon qu'une fois par semaine, le strict minimum pour le maintenir en vie. Et pour son petit jardin derrière la maison, la solution est encore plus radicale, une fausse pelouse et un paysage type désert. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et la première puissance économique du continent. Composé de 36 États et d'un territoire fédéral avec la capitale, Abuja. Il compte 173 millions d'habitants, dont 20 millions dans la capitale économique Lagos, la plus grande ville d'Afrique, et pas moins de 250 groupes ethniques et linguistiques. Sa population se divise entre un nord sous-développé, où l'islam est la religion dominante, et un sud plus prospère, principalement chrétien, où se trouve l'industrie pétrolière et Lagos. Depuis 2009, le Nord est en proie à une rébellion violente menée par le groupe islamiste armé Boko Haram. L'insurrection et sa répression ont fait plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés en 6 ans. En août 2014, Boko Haram a proclamé un califat dans les zones sous son contrôle et a fait allégeance à l'organisation djihadiste État islamique en mars 2015. Cette instabilité contraste avec le boom économique du Nigeria qui a connu une croissance annuelle de 7% ces 10 dernières années. Premier producteur de pétrole du continent, il est 8e exportateur mondial. L'or noir représente 70% des recettes de l'État et 90% de ses recettes en devises. Malgré tout, il est gangrené par la corruption. L'immense majorité de sa population vit avec moins de $1,50 $ par jour. Et 10 millions d'enfants ne vont pas à l'école. Le président de l'UEFA, Michel Platini, souhaite donc tourner la page Joseph Blatter et appelle les présidents de confédération à voter vendredi pour le challenger du président sortant, le prince jordanien Ali bin Hussein. Je lui ai dit, écoute Zep, on a commencé ensemble en 1998. C'était à Singapour qu'on s'est mis d'accord pour l'avenir de la FIFA. Nous avons gagné ensemble.
Nous avons travaillé ensemble. Aujourd'hui, je viens te demander de quitter la FIFA, de démissionner de la FIFA, de partir de la FIFA. Parce que l'image est mauvaise, on ne peut plus continuer comme ça. Je suis dépité. Je suis écœuré et j'en ai marre. Enough is enough. Donc c'est trop. Trop, c'est trop. Je peux vous dire que demain, à l'élection du président, une très grande majorité des associations nationales européennes va voter pour le prince Ali. Dans l'état actuel des choses, il est temps que les dirigeants démissionnent. Blatter est à la tête de l'organisation depuis plus d'une décennie où les faveurs, la connaissance d'un système de pots de vin et les mauvaises pratiques ont été monnaie courante. Pour nous, il n'a pas la crédibilité nécessaire pour rester. Il n'a pas endossé son rôle de dirigeant en mettant en place de solides bases en matière de transparence, de responsabilité et d'honnêteté. Je ne veux pas spéculer sur ce que les gens savaient ou ne savaient pas, mais au bout du compte, Blatter était à la tête d'une organisation où il y a eu des discussions, des enquêtes, des mesures prises vers une réforme, mais où de réels progrès vers cette réforme n'ont jamais été faits. C'est une tentative évidente d'empêcher la réélection de M. Blatter au poste de président de la FIFA. Cela constitue une très grossière violation des règles de fonctionnement des organisations internationales. Ces fonctionnaires ne sont pas américains. Et il s'est passé quelque chose. Ce n'était pas sur le territoire des États-Unis. Donc cela ne les concerne pas du tout. C'est une nouvelle tentative évidente des États-Unis d'étendre leur juridiction à d'autres États.